Bonjour Morgane, bonjour à tous et bienvenue pour ce 58e épisode d'Arrêt Caméra. Bonjour Julie, bonjour tout le monde. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller manifester ou pas aujourd'hui. Moi, je n'y suis pas allée, Morgane non plus. C'est pas spécialement l'envie qui me manquait. En tout cas, là, en dehors de, on va dire, l'actualité dense qui, je pense, nous a tous occupés et fait vibrer, nous, on va parler de cinéma. Mais sachant, Morgane, que là, les entrées ne sont pas très élevées, il est quand même toujours d'actualité, là aussi, de continuer à défendre les films et notamment la RSC. Effectivement, Julie, tu fais bien de parler de ça parce qu'on est le 10 septembre, une semaine après la rentrée. Et voilà, je crois que c'est un été assez maussade niveau sortie cinéma, enfin entrée de films en salle. On a eu quelques gros succès majeurs de certains blockbusters, mais pas d'équivalent comme l'année dernière, du Comte de Monte Cristo, qui avait fait quasi 10 millions, je sais plus s'il avait fait 10 millions, en tout cas un petit truc en pas plus loin. Aussi, qui lui avait débuté en mai je crois l'année dernière, mais qui avait continué sur pas mal qui avait aussi débordé sur l'été. Et dans mon souvenir il y avait aussi le film de Pixar, Vice Versa 2, c'est ça, qui avait fait plus de 8 millions d'entrées. Et là, effectivement, il y a eu, je crois, le plus gros succès de l'été. C'est assez étonnant. F1, le film, qui a fait plus de 3 200 000 entrées. Là, et qui continue sa trajectoire extraordinaire et pas vraiment prévisible. Son bateau, enfin son rythme de croisière, ouais, pas prévisible. Alors, effectivement, un film avec Brad Pitt, réalisé par le cinéaste qui avait fait Top Gun Maverick, qui avait été un énorme succès pour le coup. Ça avait de quoi en tout cas intéresser le public, mais oui, effectivement, le projet en lui-même, c'est la F1, ça reste quand même quelque chose. Certes, il y avait eu les séries Netflix les séries documentaires Netflix pendant le Covid, je me souviens qu'il y avait pas mal marché, mais je suis pas sûr que ça reste un truc de niche, voilà. C'est pas le football, c'est pas un sport ultra réputé, et finalement le film tient la route, a dépassé Jurassic World, il a fait le double du score de Superman, le double du score des 4 Fantastiques. Enfin voilà, c'est le blockbuster qui s'est imposé cet été, c'est assez étonnant. Et sinon, du côté des films à RSC, effectivement, on a vu quelque chose d'intéressant, dont des films dont on va parler aujourd'hui. Parce que F1, qui a certes battu les films de super-héros, Morgane, on n'est pas allé le voir. Enfin, moi, je le dis en toute honnêteté, c'était pas un film qui m'intéressait. Et j'avoue que, vu ce qui s'est passé vis-à-vis d'Angelina Jolie, j'ai de plus en plus de mal à me dire que je vais voir des films avec Brad Pitt. Voilà, chacun voit midi à sa porte. Moi, j'ai du mal, je n'avais pas envie de le voir, je n'avais pas envie d'en parler. Pour des questions morales et aussi d'intérêt du film. Mais voilà. Je ne juge personne qui est allé le voir. Je dis juste, moi, à mon niveau... on n'est pas là pour ça. Mais... Non, je ne suis pas allée. En tout cas, un autre succès, et c'est le film dont on va parler plus tardivement que les autres, mais on voulait quand même en parler, il y a le fameux Évanoui ou titre anglais Weapons de Zach Cregger qui va déjà figurer au programme de ce 58e épisode. Lui qui était à 900 000 entrées, c'est ça ? Oui, là on vient de voir les résultats au 10 septembre. Le film est pas loin du million, ce qui est une bonne nouvelle pour le film, qui est un très bon film d'horreur dont on va parler. Mais aussi, le film a cartonné aux États-Unis et dans le monde entier pour un budget à 35-36 millions, je crois. Le film a fait plus de 230-240 millions de dollars de recettes. C'est assez énorme, donc tant mieux. Et à côté de ça, oui, les autres films dont on va parler, je crois que Sentimental Value est en train Valeur Sentimentale, pardon, est en train de faire son petit bonhomme de chemin. Puis après, c'est des films qui sont plus récents, donc on verra bien ce que ça va donner. Mais voilà, la RSC est pas mort, ça c'est sûr. Mais bon, on aurait aimé des chiffres un peu plus hauts, mais je pense que c'est aussi lié au contexte actuel et le fait qu'il n'y avait pas de locomotive cet été, tout simplement. Allez, c'est parti pour Weapons. Évanoui ou Weapons, donc pour les puristes, on va dire. Et le second. C'est Weapons ou Weapons, Morgan ?
pour je sais pas, enfin la prononciation si c'est weapons ou weapons, les anglophiles pourront peut-être nous répondre en commentaire sur Twitter ou d'autres Ou sur Spotify. réseaux, voilà, si vous voulez. Donc Weapons ou Weapons est le second long métrage de Zach Cregger et le premier à sortir en salle chez nous, car on se souvient que Barbare, son film précédent, qui est sorti en 2022, n'était disponible que sur Disney+. En tout cas à l'époque, il ne l'est plus du tout disponible d'ailleurs sur Disney+. Je crois qu'il a fait un tour chez Netflix. sur Netflix, et là je sais pas actuellement sur quel... En fait, là, je crois qu'en France, à part en VOD, il n'est pas disponible, Barbare, mais je dis peut-être des bêtises. Non, il me semble qu'il n'est pas disponible sur une plateforme, mais il devait être disponible effectivement en VOD. Peut-être en VOD dans les limbes. Voilà. En tout cas, cette fois, il change de dimension avec un script qui a été source d'une bataille entre plusieurs studios et a permis au film de repartir avec plus d'une trentaine de millions de dollars de budget. Et le Final Cut pour le réalisateur, un pari payant puisque, comme on l'a dit, Évanoui a cartonné cet été, donc il est bien rentré dans ses frais. Mais est-ce que c'est bien Évanoui? On en parle juste après le résumé de Julie. Oui, alors ça va être succinct. Donc, en plein cœur de la nuit, 17 enfants d'une classe de l'école primaire de Maybrook aux États-Unis se réveillent à une heure précise. De mémoire, c'était 2h... 17, merci Morgane. Et s'enfuient de leur foyer respectif. Mus par une force inébranlable, ils sont partis à la course et personne ne sait où ils s'en sont allés. Tous ont disparu, sauf un. Oui, le film, je me souviens quand j'ai vu les premières images des bandes annonces, c'est vraiment un film qui a marché sur le mystère, l'intrigue, il a été très bien marketé, certes. Oui, et l'originalité, il faut le dire, c'est pas un préquel, c'est pas un séquel, c'est un scénario original. Oui, d'autant plus que, effectivement, tu fais bien de le dire, c'est pas un film qui revient, remettre en avant une figure du cinéma d'horreur qu'on a connue. Donc voilà, c'est effectivement cette originalité qui m'a attiré. Mais surtout, les premières images d'un personnage qui fuit dans la nuit avec les mains en arrière. C'est très visuel et en fait, le film est surprenant parce que c'est le point de départ du film, mais ensuite on a un film qui est en... Alors j'allais dire, c'est pas en poupée gigogne le film, parce que c'est pas des récits qui donnent d'autres récits, mais c'est plutôt un film en choral. Voilà, c'est un film choral, mais dans le sens... En fait, ce qui est assez original, et je dirais même, Morgane, déroutant, je trouve en tout cas au début d'Évanouie, c'est que c'est un film choral, mais qui avance en étant de plus en plus nébuleux. Je vais comparer avec un autre film, j'aime pas trop faire ça, mais enfin, des films choraux, disons que le plus connu est celui dont Zach Cregger a dit aussi... peut-être pas s'être inspiré. C'est plus connu, mais c'est celui qui est venu. Le récent le plus connu, tu vois. Enfin, je trouve. L'un des récents, en tout cas, qui a le plus marqué, plus connu. Enfin, tu sais que je vais parler de Magnolia, de... Oui. Ah, punaise, j'ai un trou qui est le réalisateur. Thomas voilà, Anderson. Merci, punaise, Paul Sur Thomas un film Anderson. dans 3 semaines. Voilà, en fait, je vais être brève. Magnolia, donc c'est un récit choral. Et la manière dont il est organisé, il y a du mystère, mais ce n'est pas nébuleux. Là, contrairement à ça, je trouve que et c'est quelque part, enfin, selon moi, la force d'Évanouie, en tout cas, c'est aussi la principale des raisons pour laquelle ça fonctionnait sur moi, c'est que dans ce récit choral, plus on avance, jusqu'à, disons, un renversement qui s'opère à peu près au milieu du film, plus on trouve que le mystère s'épaissit. Et en cela, sans non plus que ce soit calqué sur un roman, mais je trouve que le film a l'efficacité que peuvent avoir certains récits littéraires parce que c'est exactement le même rythme. Donc on avance, c'est de plus en plus complexe, c'est de plus en plus nébuleux, et puis c'est comme si d'un seul coup, comme par miracle, tout semblait s'imbriquer et se résoudre par lui-même. Effectivement, tu fais bien de parler de la dimension littéraire du film, parce que moi, ça saute aux yeux. C'est un cinéma qui évoque la banlieue américaine et notamment les fameuses les suburbs, en fait, comme on dit, avec ces banlieues pavillonnaires, en fait, et qui sont typiquement américains, même si dans certains endroits en France où on a un peu ça, mais c'est vraiment américain. Et l'auteur de romans connu, en tout cas, qui a vraiment, pendant toute sa carrière, parlé de ça, c'est Stephen King, évidemment, notamment avec la ville de Derry qu'il a créée et qui est aussi l'espèce de lieu principal d'une grande partie, en tout cas, de ses œuvres, notamment ça. Et le film, d'ailleurs, justement, joue avec l'influence de ça, j'en suis sûr, parce que le personnage de Gladys a un côté un peu clownesque qui fait penser j'allais dire, Pennywise, je cherchais son nom en anglais parce que c'est Gripsou en français. Pennywise, le méchant, le clown de ça. Et effectivement, le film a cette façon
d'utiliser la matière littéraire et notamment dans sa manière de raconter les histoires d'une façon, d'un point de vue à un autre qui se juxtapose. Ça fait très littéraire. Et en même temps, ça fait aussi très Pulp Fiction. Je me souviens Oui, bien sûr. où en fait l'histoire avance par les différents points de vue pour qu'on arrive finalement à une conclusion. Et en même temps, donc, il renouvelle ça d'une manière assez forte, notamment en incluant du contemporain. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est par le truchement de ces thématiques. On n'est pas dans la nostalgie. Voilà, il arrive à faire quelque chose de moderne, et notamment dans sa manière d'aborder, et j'ai même envie de dire, enfin, alléluia, dans sa manière de parler de sorcellerie. Alors, il n'y a absolument rien de nouveau, on est dans le pur vaudou, tel qu'on l'a déjà vu dans d'autres films, mais dans la manière dont c'est fait et dans la manière dont c'est montré, on sent comme une espèce de fraîcheur, j'ai envie de dire, par rapport à ça. Il y a l'inquiétude, il y a... Enfin, je veux dire, bon, après, voilà, ça touche à des motifs qu'on a déjà vus dans d'autres scénarios, disparition d'enfants, forcément, ça appelle quelque chose de très affectif en chacun de nous. Mais c'est très bien fait. Enfin, moi, par rapport à ça, ça m'a beaucoup plu. Bah, oui, il y a le côté Hansel et Gretel d'ailleurs, avec les enfants qui vont vers la maison de la sorcière. Et effectivement, là, en fait, je l'ai mentionné après Stephen King, ça fait beaucoup penser aux frères Grimm. Mais voilà, il y a cette dimension un peu conte. J'allais dire mythe, mais en fait, c'est plus conte. Conte pour enfants, mais contes sombres, parce qu'on sait que les contes de Grimm de base sont des contes moraux qui sont là aussi pour effrayer les enfants pour pas qu'ils fassent des bêtises. Effet renforcé par la voix off d'ailleurs, Morgane. Effectivement, le film est baigné de la voix off. D'ailleurs, c'est la voix off de qui dans le film ? Mais justement, on n'arrive pas à l'identifier. Ouais. Et c'est la question, je me rappelle que je t'avais posée à la fin, c'est que, alors on va me dire, mais c'est la voix off d'un enfant qui a disparu, mais en fait on n'en sait rien puisqu'on ne voit pas l'enfant. Ce que suppose, ou alors peut-être après. Ce que suppose la voix off au début, c'est qu'il s'est passé quelque chose dans la ville et que lui, il est au courant de ça. Donc il n'est pas acteur en fait de cet événement. A priori. Oui, voilà. Donc non. Et puis c'est pas important au final, mais ça reste quand même fait partie de l'énigme du film. Bien sûr. Du mystère que arrive très bien à ménager Zach Cregger. C'est ça qui est fort, c'est que c'est pas alors je pense que certains ont pas aimé le film parce qu'il donne l'impression d'être un film de petit malin, mais c'est plus que ça. Ouais, on va dire que c'est un film qui croit beaucoup en son histoire. Il y a une vraie passion en fait de raconter l'histoire et aussi de faire peur en fait, de revenir à l'origine de la peur, de l'effroi, avec des scènes d'effroi qu'on a rarement vu au cinéma récemment, je trouve. Et puis Morgane, tout en ménageant, et c'est ça qu'il faut préciser également, tout en ménageant ses effets. Enfin, c'est-à-dire qu'on met quand même pas mal de temps dans Évanoui avant d'arriver à des choses à de l'horreur pure, qui font peur. Oui. Enfin, je veux dire, le début, je vais avoir l'air de caricaturer, mais pour moi, c'est un compliment. Le début me fait penser à des séries anglaises, des Columbo ou des, je sais plus comment, arabesques, enfin ce genre de trucs, du Agatha Christie, etc. Ça a l'air, en fait, le début, et c'est vraiment le début, fait un petit peu enquête à la papa, presque, et après, en fait, plus on s'enfonce dans le film, plus on est inquiet, à la fois pour plusieurs des protagonistes d'Évanouis, plus, comme je le disais tout à l'heure, il y a ce mystère qui s'épaissit. Et puis, on arrive dans quelque chose que le film ne nous annonce pas d'emblée, ce qui est, quelque part, je trouve, à contre-courant de la plupart des films d'horreur qui sortent à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'on arrive dans de l'effroi pur, un peu de jumpscare, un peu de gore, et tout ça va en s'accélérant. Donc il y a un côté, en tout cas, je trouve, dans Évanoui, qui est, on va dire, ce sont les montagnes russes. Enfin, c'est un film qui fait énormément vibrer. Oui, effectivement, il y a une science de l'effroi qui nous envoie plein dans la tronche, parce que il y a des moments où on se dit purée, on n'arrive pas à en sortir, quoi, ça s'arrête pas, mais c'est jamais trop, et voilà, il y a toujours quand même ce plaisir du millefeuille en fait, que tu déplies d'une couche à une autre, et il y a toujours quelque chose de nouveau, parce que chaque séquence, chaque segment, on va dire, du film qui est autour d'un personnage différent a aussi sa personnalité, on va dire, d'une certaine manière, qui correspond en fait au personnage. Et moi, mon préféré, c'est celui de, comment il s'appelle, le personnage qui est un SDF carrément. Je crois que c'est
James, c'est ça, qui est en fait un personnage au début un peu anodin. Campé par Austin Abrams. C'est ça, qui est un peu anodin, qu'on croise à certains moments des segments des personnages, et qui devient un peu plus important, notamment avec le segment sur le policier, Paul, qui est joué par Alden Ehrenreich, et parce que il y a un litige entre Paul et James, et du coup il y a ce moment pivot où en fait c'est ce passage-là, ce segment, c'est un moment de l'intrigue, alors que le personnage n'est pas du tout concerné par l'histoire des enfants, contrairement aux autres qu'on a vu précédemment. Parce que c'est un SDF, Morgan, mais il faut préciser que c'est pas un SDF intégré dans toute cette communauté où les personnages ne s'entendent pas. Il est effectivement marginalisé. Voilà. Et puis en fait, c'est lui qui va apporter en fait l'avancée scénaristique qui va nous emmener dans le fantastique complet. Parce que jusqu'ici, on avait des doutes. Alors, il y a des passages de rêve, notamment, qui sont très bien faits, qui font penser notamment au cinéma au film de Freddy, Nightmare on Elm Street, les films de Wes Craven avec Freddy Krueger. Et d'ailleurs, le personnage aussi de Gladys fait penser un peu au croque-mitaine qui est Freddy Krueger. Et ensuite, la dimension qui était du rêve devient la dimension purement fantastique et horrifique, et la présence de la sorcière. Et vraiment, c'est vraiment intelligent, je trouve, la manière dont il développe des personnages, et au départ qui sont complètement quasi des silhouettes, notamment aussi le proviseur qu'on voit un peu et qui va devenir un personnage crucial, et c'est assez cruel ce qui lui arrive d'ailleurs, le pauvre proviseur joué par Benedict Wong. Mais voilà, il y a un... Je sais pas, il y a un vrai plaisir qui pour moi se ressent en tant que spectateur, quoi, et ça fait du bien, surtout pour un cinéma qui jongle à la fois avec un cinéma, on va dire, post-elevated horror. Il y a vraiment ce côté, tu vois ce que je veux dire, Ari Aster. Oui, même si ça m'exaspère de parler d'elevated horror quelque part, mais je vois ce que tu veux dire. On en a déjà parlé, on a fait un épisode dessus, mais tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire un cinéma d'horreur avec un côté un peu... on met le paquet avec des effets de mise en scène assez impressionnants pour faire un peu des pattes, et en même temps ce côté très début années 2000 avec des films à twist en fait qu'il y avait notamment chez Shyamalan et Richard Kelly, notamment de Donnie Darko, qui est un film aussi sur la banlieue, et je trouve ça complètement brillant. Ouais. Puis toujours pour parler des personnages, Morgan, il y a celui qui est campé par Julia Garner, l'institutrice Justine Gandhi, que personnellement j'ai beaucoup aimé, parce que je trouve qu'il y a quand même aussi, et là pareil je vais parler de films en tant que grands ensembles, mais notamment dans le cinéma américain, et là j'ai pas forcément d'exemple à proprement parler, mais ça se produit souvent, je trouve. Il faut forcément que la personne sur laquelle l'opprobre collective tombe soit quelqu'un au-dessus de tout soupçon, une espèce de personne à qui on n'a rien à reprocher. Un peu pure. Voilà, c'est ça. Une personne pure, une personne parfaite. Bon, c'est exaspérant tout ça, tout cet étalage de vertu. Et pour le coup, Justine Gandhi, donc l'institutrice, est très loin de ça. Alors, c'est pas pour autant que c'est une méchante, mais en fait, ce que j'ai beaucoup apprécié dans Évanoui, c'est que le film montre que certes, on le comprend très vite, elle n'y est pour rien dans la disparition de tous ses enfants, et que en même temps, c'est une personne sympathique par certains aspects, mais vraiment pas par d'autres. Et c'est une manière, je trouve, de rendre la complexité de la psychologie des êtres humains, qui est certes vieille comme le monde, mais c'est bien. Et je trouve ça d'autant mieux que ça tombe sur la dépiction d'un personnage féminin. Donc là, voilà, on a une femme qui est institutrice, qui n'est pas mariée, qui est célibataire, qui commet un adultère. Et mine de rien, on comprend qu'en fait... indirectement et sans que ce soit assumé par les parents d'élèves, c'est le fait, et j'insiste là-dessus, le fait que ce ne soit pas une femme dans un mariage avec un homme qui a des enfants et qu'elle soit institutrice qui fait d'elle quelque part la coupable idéale, comme si de par son statut, elle avait quelque chose à cacher à l'entièreté de cette communauté. Parce qu'on est là effectivement dans les États-Unis des banlieues, on n'est pas dans les États-Unis de New York. De la ville, oui, Julie. Mais effectivement, on revient dans ce cadre-là
d'un cinéma du mystère des banlieues américaines, de côté la chasse aux sorcières finalement, qui est d'ailleurs le film avec une sorcière, mais je veux dire le principe de chercher un coupable désigné parce qu'il est un peu marginal, que ce soit James ou alors j'ai oublié son nom là. C'est Justine, l'institutrice. Voilà, parce que c'est des personnages qui sont un peu à la marge, que du coup forcément il y a un soupçon sur eux, et c'est un cinéma qui a notamment vraiment pu être développé dans les années 80 avec des films comme Blue Velvet, tu vois, par exemple, et je trouve que le film perpétue cette voie-là de manière très 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 forte, et notamment en parlant de sujets actuel, j'en avais commencé à en parler, mais voilà, je pense tout de suite à l'Amérique post-Covid, puisqu'il y a ce délire de l'épidémie, en fait, de la peur d'être contaminé. La contamination dans le film, c'est l'instrumentalisation des personnages qui deviennent des armes, dont le titre Weapons porte le nom. Qui pour moi aurait dû être gardé, mais bon, je comprends aussi le choix côté distributeur, et en même temps, ça n'a pas desservi le film, vu que, comme on l'a dit en entrée de jeu, il est pas loin du million d'entrées en France. C'est ça, puis donc voilà, il y a ce côté-là post-Covid, mais il y a aussi l'isolation des gens, etc. Parce que le film se passe à notre époque, il n'y a pas de doute là-dessus. Et aussi notamment les meurtres de masse, parce que on pense évidemment à la disparition d'enfants. Notamment aussi, il y a une scène dans le rêve où on voit une mitraillette autour de la maison, au-dessus de la maison du personnage joué par Josh Brolin qui voit ça en fait. Et rien que le titre Weapons fait penser à cette idée-là d'armes à feu. Et dans un pays comme les États-Unis où la question d'armes à feu est toujours d'actualité, parce que je crois qu'il y a des tueries de masse quasi toutes les semaines aux États-Unis. Toutes les semaines, je ne sais pas si j'irai jusque-là. Je crois que l'année dernière, il y en a eu plus de 50, donc tu comptes, ça fait 50. En tout cas... en termes de moyenne, je veux dire. Oui, mais en tout cas, disons que les meurtres par arme à feu, c'est plusieurs dizaines de milliers de personnes, à minima. Ah oui, non, mais je parlais vraiment de tueries de masse, et je crois qu'il y en a eu plus d'une cinquantaine l'année dernière, j'avais vu passer l'info, donc... si on réfléchit en termes de moyenne, on est quasiment une par semaine. Alors forcément, elles n'ont pas eu lieu toutes les semaines, mais voilà. Et effectivement, le film met ça, mais de manière très, très intelligente. Alors, certains diront que c'était grossier avec la mitraillette au-dessus de la maison, mais non, je trouve pas. Puis les rêves sont souvent symboliques, donc finalement, qu'on voit une mitraillette au-dessus de maison, c'est pas aberrant. Je veux dire. Est-ce que tu dirais, Morgane, pour le moment, que c'est le meilleur film d'horreur qui est sorti en 2025 ? Oui, de toute façon, je vois pas beaucoup de concurrence. J'allais poser la question, est-ce qu'il y a vraiment des concurrents à Évanoui ? Alors que ce soit des films passés, non, et à venir, j'ai du mal à voir. Alors, il y a peut-être parce que je vois à peu près le calendrier, mais non, je pense pas. Alors, j'espère me faire contredire par un film encore mieux, mais pour l'instant, je n'y crois pas. Et Zach Krieger, lui, d'ailleurs, est en train de tourner un nouveau film une nouvelle adaptation de Resident Evil, et il va passer encore une dimension supérieure, et le film sort déjà l'année prochaine, donc c'est assez cool pour ce cinéaste qui continue à progresser. Et je sais pas si tu avais d'autres choses à dire sur Weapons. Non, c'est tout. Je crois avoir compris aussi que, en tout cas, il aurait émis le désir de faire un autre film dans cet univers. Oui, parce que le film d'ailleurs a marché, et logiquement ce serait pour développer le lore, comme les gens aiment bien dire. Développer l'univers, pas le lore. Je ne supporte plus ce terme non plus. Voilà. Je ne le dirai plus. L'univers, le background, surtout l'histoire qui se cache derrière. Non, parce que c'est pas l'univers, c'est l'histoire qui se trame derrière l'étonnante Gladys, puisque c'est un personnage qui reste au final très mystérieux. Qui est ce personnage ? Oui, c'est une esquisse. C'est la tante, mais pourquoi la tante du personnage de l'enfant ? Enfin, on ne comprend pas trop, tu vois. Et oui, pourquoi pas. Même si bon, je reste quand même plus excité par l'idée qu'il fasse un film sur un nouveau Resident Evil, que moi qui adore la saga vidéoludique, qui n'a jamais eu entière satisfaction devant les films. Oui, parce que c'est pas, ce sont pas des films vraiment géniaux. Non. Pour transiter, on va juste faire une petite anecdote. Il y avait notamment Renate Reinsve qui devait jouer l'actrice norvégienne qui devait jouer dans Weapons avant que je ne me rappelais plus. Avant que la grève des acteurs n'intervienne en 2020. Non, scénariste, non. Non, c'était les acteurs. C'était en 2022. Ah non, scénariste, c'était avant. Oui, effectivement. Mais je crois qu'il y avait ça s'était compilé avec les acteurs. Mais au début, c'était les acteurs qui avaient fait la grève en 2022. Au moment où non, c'était 2023, pardon. Au moment où le scénario était bouclé et qu'il partait sur le casting,
Et finalement, elle n'a pas pu. Et c'était le personnage qu'elle devait jouer, c'était le personnage de Julia Garner. Et pourquoi je parle de Renate Reinsve, c'est parce que c'est l'actrice principale du film dont on va parler là, maintenant, tout de suite, Valeurs sentimentales de Joachim Trier. Valeurs sentimentales est l'un des rares films que Morgane et moi avons raté en mai lorsque nous étions au Festival de Cannes. La honte. Grand mal nous en a pris puisque le nouveau long métrage de Joachim Trier est reparti du festival avec le grand prix du jury. Il retrouve Renate Reinsve qu'il avait starifié il y a 4 ans dans le film que je déteste énormément, Julie en 12 chapitres. Ce qui nous Et pourtant, avait... le film a ton nom, quoi. Bah oui, comme quoi, ce qui nous avait fait un petit peu peur. Est-ce qu'on a eu raison de donner sa chance à ce nouveau film ? On vous répond après ton résumé, Morgane. Alors, Agnès et Nora voient leur père débarquer après de longues années d'absence. Réalisateur de renom, il propose à Nora, comédienne de théâtre, de jouer dans son prochain film, mais celle-ci refuse avec défiance. Il propose alors son rôle à une jeune star hollywoodienne, ravivant les braises de souvenirs de famille douloureux. Alors, Valeurs sentimentales commence d'une manière que j'ai beaucoup aimée. Je crois d'ailleurs que c'est ce que j'ai préféré pendant le film, c'est le début. C'est la maison sur laquelle s'ouvre le film, cette espèce de maison grande, presque trop grande pour les personnes qu'elle abrite, qui est faite de bois, qui est une maison, donc à Oslo, une maison norvégienne traditionnelle. Ça m'a rappelé aussi accidentellement dans la manière dont la caméra se déplace dans cette maison. Le film qu'on a vu à Cannes de Masha Chilinski, Sound of Falling. Voilà, c'était un peu la même chose à ce niveau. Je croyais que la maison allait être un personnage à part entière de valeur sentimentale. Elle l'est sans vraiment l'être. Ah, si quand même, mais ça oui, se discute. Mais en fait, pas au sens auquel je le croyais, mais ce n'est pas grave du tout. C'est moins, disons, fort en termes d'inscription scénaristique que dans le film de Masha Chilinski, par exemple. Oui, mais c'est pour ça que je dis moins, mais en tout cas, pas de la manière dont je le croyais. Parce qu'il y a quand même des séquences la maison devient le lieu qui lance des flashbacks, notamment liés à la famille, le passé de certains des personnages. Et puis le film, à la fin, il y a une recréation de la maison en décor de cinéma. Je veux dire, il y a quand même un truc autour de la maison. Il y a une espèce de rattrapage qui s'opère à la fin de Valeurs sentimentales. Et c'est pas grave, encore une fois, mais disons que là où, en revanche, le film m'a laissé un petit peu indifférente, au sens où, émotionnellement, je n'ai pas eu de prise avec un film qui s'appelle pourtant Valeurs sentimentales. Le film annonce son programme, dans le titre, oui. En fait, c'est dans les conflits qu'il y a entre les membres de la famille. Je vais être un peu plus claire. C'est que le film, en tout cas, Joachim Trier fait croire que les problèmes au sein de cette famille, dans Valeurs sentimentales, sont des problèmes universels d'un père absent, de ses enfants qui lui reprochent de ne pas avoir été assez présents, etc. etc. Mais ce sur quoi le film se focalise sans justement, en le reliant à ses problèmes, mais en faisant croire autre chose que ce qu'il dit, c'est que, en fait, les problèmes au sein du film, et c'est ça qui entraîne, je trouve... cette espèce, en tout cas, de froideur que j'ai ressentie, c'est qu'on parle... Donc, ce sont des gens qui ont des problèmes. C'est un réalisateur dont la gloire est passée. Ces 2 filles, il y en a une qui est une actrice renommée au théâtre. Bon, l'autre qui est professeur, certes, mais ce que je veux dire, c'est que... Historienne, je crois. Oui, ce sont des problèmes de gens riches. Et alors... Je ne dis pas qu'on ne peut pas avoir d'empathie avec les problèmes des gens riches, mais je trouve que c'est un petit peu compliqué de nous faire croire que ce qui leur arrive peut nous arriver à tous quand ce sont des choses très spécifiques à des milieux très bourgeois. Et donc avec tout ça, je trouve que ça s'accompagne d'un propos qui est pas mal doloriste, ce qui introduit aussi une espèce, je trouve, de recul chez le spectateur. À aucun moment, je me suis sentie déstabilisée, à aucun moment, je me suis sentie ébranlée ou vraiment en empathie avec les personnages. J'ai aussi beaucoup de mal, et on pourra ne pas être
enfin, on pourrait, pardon, ne pas être d'accord avec moi, mais j'ai aussi beaucoup de mal avec le fait que, et je n'en démordrai pas, Joachim Trier malmène énormément ses personnages féminins. Et je le dis d'emblée, c'était le même reproche que je faisais de manière, certes, plus exacerbée à Julie en 12 chapitres, mais là, je peux le faire également. Ça me gonfle un petit peu que les femmes, dans ces films, aient des soucis qui soient liés aux hommes, mais que le film, en termes d'écriture scénaristique, tourne la chose comme si c'était d'elles que venait le problème. Donc elles sont... alors c'est souvent Renate Reinsve qui est le catalyseur de ça. Parce que c'est, oui, elle qui est dans ces 2 derniers films. Voilà, donc qu'est-ce que ça donne dans Valeurs sentimentales ? C'est une actrice qui fait des choix sentimentaux, justement, un peu bête, un peu d'adolescente, bon, tout ça parce que son père a été absent. Enfin, je veux dire, voilà, on est en 2025 et on est encore au stade freudien des rapports hommes-femmes. Bon, je dirais pas que c'est pathétique, je dirais juste que c'est pas très moderne, quoi. Oui, puis bon, c'est un peu le 13e chapitre de Julie par moment, c'est que elle a encore une histoire d'amour un peu pétée avec Anders Danielsen Lee, qui joue cette fois un acteur de la même troupe de théâtre qui en fait avec qui elle a des rapports sexuels, mais qu'une fois qu'il se libère de sa relation, parce que oui, évidemment c'est un adultère. Bien évidemment, puisque c'est une femme paumée, bien évidemment. Et une fois qu'il se libère de sa relation, le personnage enfin Nora du coup croit qu'elle va pouvoir entamer une relation, vraie relation amoureuse avec lui, et finalement il lui met un vent. Voilà, donc on est encore dans les mêmes toiles d'araignée du cinéma de Joachim Trier, qui, oui, tu avais raison, propos doloriste, mais aussi mise en scène doloriste, puisque finalement beaucoup de scènes tournent autour du visage de Renate qui pleure, mais ah oui, mais qui possède un chapelet d'émotions pour après elle est très forte, certes. Voilà. La douleur, la peine, la tristesse. Donc voilà, et puis le film, bon, il y a certains moments où c'est des situations où on enchaîne des moments où on tourne autour du pot, c'est-à-dire qu'elle revoit son père, comment elle va réagir cette fois ? Ah, elle est gentille avec, mais en fait 30 secondes après, il y a une embrouille. Finalement, et va-t-elle lire son scénario ? Oui, voilà, mais finalement, ouais, je trouve le scénario un peu, en fait, c'est le gros défaut du film, le scénario, finalement. Bien sûr. C'est un mélodrame qui donne l'impression qu'il est très original, mais qu'en fait, il est très calibré et qu'on raccroche des wagons qui sont attendus, c'est-à-dire ça termine par une espèce de une réconciliation voilà, autour de l'art, parce que c'est la création. Bien sûr. Alors, et encore une fois, c'est pas universel, c'est lié à un milieu très précis. Oui, bon. Voilà. Après, que le film soit universel ou pas, ce n'est pas si grave, je veux dire. Mais non, mais alors à ce moment-là, il faut quand même réussir à susciter un certain intérêt. Et là, voilà, le coche est manqué. C'est que malheureusement, le film n'arrive pas forcément à emballer son mélodrame. Et le truc le plus intéressant du film, à mes yeux, je suis pas sûr que tout le monde soit d'accord. Pour moi, c'est le personnage de Gustav Borg, c'est-à-dire que c'est un. En plus, on le sait, il en a parlé, Stellan Skarsgård, donc il l'incarne, immense acteur danois, a dit qu'il s'était inspiré de certains réalisateurs avec qui il avait travaillé, et notamment Ingmar Bergman, qui considère comme un type ultra antipathique. Notamment, il avait balancé que c'était apparemment c'est connu. Moi, j'étais au courant, mais j'avais pas plus creusé. Moi, je ne il savais avait pas. eu des sympathies nazies. Et puis bon, on connaît Bergman, ça a toujours été un sale type avec ses actrices. Mais avec les femmes tout court. Enfin, je veux dire, il a fait je ne sais combien d'enfants dont il ne s'est pas occupé. Alors certes, au prix de grands chefs-d'œuvre, mais enfin bon, il y avait peut-être une manière de se comporter qui est meilleure. Oui, je sais, je parle d'un mort qui n'est plus là pour se défendre. Mais d'ailleurs, c'est ça qui était marrant. Parce que tu dis des femmes tout court, mais en fait, finalement, les femmes de sa vie, c'était ses actrices. Donc en fait, il y en a plein qui ont fait ça. C'est pour ça que je disais avec ses actrices qui étaient aussi ses femmes. Enfin voilà. Mais c'est par rapport à ça d'ailleurs qu'on voit que dans Valeurs sentimentales, moi je trouve que Stellan Skarsgård a l'air de s'éclater dans son rôle. Voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est que en fait tout ce qui tourne autour de lui est 1000 fois plus intéressant que tout ce qui tourne autour de Nora, qui finalement n'est qu'une dépressive qui n'arrive pas à avancer dans la vie et qui a un complexe de Deep. Enfin non mais voilà, c'est. Non mais c'est vrai. Et ça c'est bateau, mais complètement bateau. C'est la psychologie à 2 balles de Joachim Trier. Mais par contre, tout ce qui tourne autour de Gustav Borg, je trouve ça assez génial, sur le réalisateur raté, qui n'arrive pas... Enfin, raté.
une ancienne gloire qui... Non, mais voilà, un peu has-been. Oui, has-been, c'est ça que je cherchais, merci. Il y a des scènes truculentes, notamment si tu veux en parler, celle par rapport à Netflix, par exemple. Non, même avant Netflix, il y a un truc assez bizarre, c'est il a un hommage qui est fait autour de son cinéma à Deauville, alors que le Festival de Deauville est un festival du cinéma américain. Et c'est un cinéaste norvégien, mais c'est quoi cette nullité de cinéphile Oui, là on fait le fact-checking, mais tu as raison. C'était pour rire. Mais oui, non, la séquence de Netflix. Alors, il y a un film que je n'avais pas vu de Nanny Moretti, c'était son précédent. Malheureusement, je l'ai loupé. Enfin, on l'a loupé d'ailleurs, tous les deux. Où je sais que j'avais vu dans l'abondance qu'il faisait une blague où il devait éventuellement faire son film financé par Netflix. Parce qu'on sait que Nanny Moretti aime bien. Il joue dans ses films souvent et il joue Nanny Moretti. Donc, ça correspondait bien. Et là, en fait, il y a la même situation où en fait, le tournage de son film, qui devait être de base un film indépendant, se retrouve peu plus parce qu'il a une actrice hollywoodienne qui cherche à avoir un grand rôle, c'est Elle Fanning. Donc Rachel Camp. Ouais, Camp. Qui devient donc l'actrice principale, et du coup forcément Netflix s'intéresse à ça et va financer, et du coup ça donne une scène assez marrante où l'éclairage du film devient l'éclairage des trucs Netflix, et c'est ridicule, mais c'est plutôt drôle, et donc voilà, tout ce qui tourne autour de Gustave, c'est assez étonnant. Mais ce que je trouve dommage, c'est que quand même c'est censé être un grand cinéaste, Gustave Borg, et ce qu'on voit de ses films, c'est quand même très très calibré, très attentat à l'émotion, c'est ça que je voulais dire. Pardon, j'ai galéré. Ou avec des gros plans sur les personnages qui sont en larmes avec une musique et tout. Et finalement, c'est un peu ce que devient le film lui-même, le film de Joachim Trier. Donc... Mais c'est marrant, Morgane, parce que les critiques sont clients de ça. Je sais pas si les spectateurs le sont vraiment. Enfin, je sais pas. Moi ça me laisse étrangère. Je le vois, et puis 2 semaines après, c'est oublié. Enfin, c'est pas marquant, en fait. Ouais, il y a des trucs bien quand même dans le film, j'arrive pas à le détester, tu vois, mais voilà, c'est pas c'est pas un grand prix du jury déjà, mais je comprends pourquoi, mais en même temps je comprends pourquoi il a eu le grand prix du jury, tu vois. Non, mais bien évidemment, mais parce que c'est calibré pour l'avoir, c'est tout, ça s'arrête là. Et puis mais c'est toujours pareil, enfin je suis désolée, c'est la même manière, c'est la même raison pour laquelle Östlund, avec son Sans filtre, a eu la Palme d'Or. Pourquoi il a eu la Palme d'Or avec Sans filtre ? Parce que quand il a fait Sans filtre, les gens qui ont décerné la Palme d'Or étaient dans un état d'esprit où ils se sont dit oh là, on nous caricature, on parle de nous, donc on va y donner le prix. Bon, je résume ça à grands traits. Hein. Là, c'est quoi ? C'est un film qui parle du cinéma avec quelqu'un qui incarne un réalisateur, et puis ça ressemble à Bergman, et ça parle de choses d'actrices... ça parle d'actrices de cinéma qui sont connues, en tout cas dans la fiction du film. Bon, ça parle de nous, du coup on y donne un grand prix parce que ça parle de drame, et puis en même temps c'est un drame entre un réalisateur et ses filles. Enfin, je veux dire, moi je le déteste pas non plus, le film. Enfin, en tout cas j'ai trouvé ça mieux, Morgane, que Julie en 12 chapitres. Maintenant, je trouve que ça casse pas 3 pattes à un canard, malgré... certains plans, une manière de filmer qui parfois est pas inintéressante, c'est plutôt bien fichu. Les flashbacks, bon, pourquoi pas. Disons qu'il a un regard quand même. Voilà. Joachim Trier, maintenant, pour moi, c'est un regard qui, s'il avait été d'ordre classique, ça ne m'aurait pas dérangé, mais là je trouve qu'on est vraiment dans la naphtaline enrobée de pseudo-modernisme, comme je l'ai dit, que ce soit par rapport au délire oedipien, mais pas que ça. Enfin, je veux dire, le délire de faire de Elle Fanning une espèce de personnage qui se transforme façon Persona, enfin pitié, enfin je veux dire, en fait je sais pas, on a d'autres choses à raconter aujourd'hui. Je comprends pas, tu vois, enfin moi ça me dépasse, c'est très chiant tout ça. Enfin, on va aller au cinéma pour voir ça. Enfin, je sais pas, moi, le film, je le déteste pas, mais oui, j'ai perdu 2 heures de ma vie. Enfin, au bout d'un moment, je suis obligée de le dire, Morgane. Non, mais ça s'entend, et je suis pas non plus pas d'accord avec toi, c'est ça que je veux dire. Je te rejoins sur pas mal de points, et je ne suis pas alors je me suis pas senti arnaqué par le film, c'est pas du tout la sensation que j'ai eue. C'est juste qu'en sortant du film, je me suis dit oui, bon, tous ces éclats et grands articles et grands textes pour finalement si peu, un film qu'on verra certainement l'année prochaine à Cannes, parce qu'il y en aura un autre qui sera dans le même truc. Enfin, je veux dire, dans la même puisque ça gagne des prix, donc ce sont des films qui sont marketés pour
avoir une bonne durée de vie, tant mieux pour eux. C'est mais... juste, tu le changes de cadre, tu changes de grand acteur et tu mets d'autres acteurs et tu le fais tourner à New York ou tu le fais tourner à Paris avec d'autres. Enfin, c'est pareil. et ce sera le même film. Mais bon, ouais, c'est dommage. Et tu disais effectivement qu'il tenait un truc avec la maison et finalement, ça reste un peu trop esquissé. Voilà, c'est un peu dommage. Oui, et puis peut-être pour conclure, Morgane, tu avais dit quelque chose de marrant, mais plutôt vrai, parce que j'y ai repensé, je suis assez d'accord avec toi, qui est que le cinéma donc du personnage joué par Stellan Skarsgård, Gustav Borg. Voilà, Gustav Borg, que ce qu'on voit de lui dans le film en tant que cinéaste, c'est assez... Oui, effarant. C'est ce que je disais juste avant. Ouais. Et tu vois, ça, j'y ai repensé. Et c'est vrai, en fait, c'est tire-larme. C'est très marrant que ce soit mis. En fait, le film veut nous faire croire que c'est une sorte de Bergman ou Tarkovsky, alors qu'en fait, c'est un Billy Auguste. C'est ça que j'avais dit. Non, mais oui, c'est ça. Et Billy Auguste, qui est un cinéaste qui a gagné deux fois la Palme d'Or, quand même, et qui a fait des films très larmoyants et très imbuvables, et qui aujourd'hui sont complètement oubliés, alors qu'il a gagné 2 Palmes d'Or. Bien sûr. Non, mais ça prouve aussi, peut-être, là encore, qu'il y a des gens qui comprennent tout simplement pas ce qu'ils regardent. Voilà, c'est sur ces beaux mots assez virulents qu'on va passer à un autre cinéma, un autre monde, enfin pas monde mais autre continent, avec le nouveau film de Darren Aronofsky, Prise au piège. On le pensait porté disparu, mais Darren Aronofsky est redevenu un cinéaste hype aux yeux des studios hollywoodiens depuis The Whale en 2023. Comment j'avais adoré, mais je l'avais défendu à Ray Camera. Oui, je me souviens. On avait eu un petit débat là, parce que moi j'avais pas nécessairement aimé, mais Julie, oui, elle faisait partie des clients du film, pour ceux qui se souviennent. Prise au piège, donc c'est le nom de ce nouveau film, lui permet de retravailler avec un budget conséquent. On se souvient que The Whale c'était produit par A24, si je me trompe pas. C'était plutôt un budget pas énorme, parce que de toute façon c'était un huis clos adapté d'une pièce de théâtre. Et là on a 40 millions de dollars, donc c'est pas mal. Une star qui crève l'écran, Austin Butler, qui joue un rôle un peu différent de cette espèce de biker à la Elvis Presley, avec la voix complètement cassée, et c'est distribué par une major, donc Sony Pictures. Cocktail gagnant, on vous en dit plus après le résumé de Julie. Oui, alors donc le film Prise au piège se situe dans les années 90 à New York. Au passage, une New York telle qu'on ne la reconnaîtrait pas en 2025. Enfin, toi et moi, Morgane, qui étions allés là-bas en septembre, ça m'a vraiment frappé en regardant le film. Enfin, on y voit des gens qu'on n'a pas vus en vrai. Mais bon. Ouais, si, ou alors vraiment loin dans le Queens. Là, c'était, très très loin. Là, ça se passe à Manhattan, en fait. Non, mais c'est ça qui est extraordinaire. En tout cas, dans les années 90, à New York, Hank Thompson, donc Austin Butler, est un ancien joueur de baseball, mais il est surtout barman dans un bar relativement miteux. Il a rencontré une jeune femme incarnée par Zoé Kravitz qui s'appelle Yvonne et commence à sortir avec elle. Il va rapidement se retrouver embarqué dans le milieu criminel à cause de son voisin punk Russ, qui lui est joué par l'inénarrable Matt Smith, et il va devoir lutter pour sa survie parce qu'il a après lui toutes les crapules de New York. Oui, le scénario est assez loufoque, le film l'est dans tous les cas. On sent que on est plus du tout dans le même univers, en tout cas même le même ton que The Whale, qui était quand même très lourd. Ah oui, non mais alors... Comme le titre du film, oui, la baleine. Oui, bon. Non, comme mais le personnage de Brendan Fraser. Non mais enfin. Non mais quand même. Non mais The Whale, oui, effectivement, c'était la grosse tartine. Tiens, prends les mouchoirs et mouche-toi pendant 2 heures. Voilà, oui. Là on fait un virage et on tourne à 180 degrés complet et on tombe dans l'espèce de farce bouffonne d'un cinéma qu'on n'a plus trop l'habitude de voir, parce que c'était un peu la mode justement à la fin des années 90. Oui, comme c'est les machins genre Fight Club, Fincher, ouais. Ce genre de trucs. Alors ouais, vraiment le Fincher de Fight Club, parce qu'après c'est complètement différent ce qu'il a fait. Oui. Mais je pense notamment à Guy Ritchie aussi. D'ailleurs il y a Brad Pitt aussi dans Snatch, Arnaque, crime et botanique, et aussi à Danny Boyle. Le film d'ailleurs me fait aussi un peu penser à...
c'est pas pareil non plus, mais un peu à Trainspotting, notamment dans l'utilisation des musiques, puisque le film, il y a beaucoup de musique dans Costelling, enfin pardon, Prise au piège, je dis Costelling parce que je trouve le titre plutôt bon choix de musique d'ailleurs, ouais, c'était très sympathique. Bon. Oui, bon, c'est des musiques de l'époque, donc il y a des trucs qui sont bien, des trucs qui sont moins bien, oui, comme à chaque époque, on va dire. Voilà. Mais au moins ça donne un ancrage réaliste, on va dire, d'une certaine manière, même si bon, il y a des personnages, ils n'ont pas trop des têtes de personnages des 90 non plus, mais voilà. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas ça le problème. Mais non, le film se regarde comme un film de l'époque, c'est-à-dire. Même comme un film de télé, hein, du samedi soir, j'ai envie de dire. Non, mais soyons honnêtes. Télé de luxe, parce que bon. Ça c'est sûr. Quand tu as le casting, c'est sûr. Puis il y a quand même. Il se fait plaisir un peu, il y a des mouvements de caméra assez étonnants, on va dire, notamment au passage où il. D'ailleurs, je me demande si ça a été tourné en CGI. Enfin, je sais pas, mais c'est quand même assez intéressant. Donc, le personnage. Il s'est filmé, Darren Aronofsky. Oui, on avait oublié. Ça se passe à New York. Il sort de chez lui. Et d'un coup, forcément, à l'arrière des immeubles new-yorkais, il y a ces espèces de rambardes d'escalier en métal et assez iconique, on va dire, de New York, parce que même dans les films américains on les voit souvent, et il y a cette caméra qui traverse plein d'immeubles et qui arrive là, enfin c'est des mouvements très très, ça va être penser à David Fincher, ce qu'il faisait dans Panic Room notamment, avec cette caméra qui va partout en fait, et voilà, il se fait plaisir. Le film n'est pas désagréable, je pense que tu es d'accord avec moi. Non, alors moi j'avais très peur parce que en toute honnêteté, Morgane, j'avais pas envie de le voir. On a failli ne pas aller le voir, pas que j'ai quoi que ce soit contre Aronofsky, comme tu l'as dit, j'avais beaucoup aimé The Whale, mais là, Prise au piège, le scénario n'a pas vraiment suscité mon intérêt. Le casting... le casting, il est bien. Le casting est bien, mais je peux pas dire que d'Austin Butler à Zoe Kravitz, ce soit des acteurs auxquels je sois particulièrement attachée. Mais je pensais plutôt aux personnages secondaires. Enfin, tu vois, Oui, mais voilà, on y... Bad Bunny, c'est pas... Je suis désolée, c'est pas Bad Bunny qui va me faire aller voir un film, même si j'aime beaucoup Bad Bunny, tu vois. Il y a Bad Bunny, mais il y a Liv Schreiber et Donofrio qui font les deux juifs qui sont effrayants. Oui, certes. Alors, c'est presque eux que j'ai préféré dans Prise au piège. Mais en tout cas, voilà, on y est quand même allez, il faut dire que j'avais pas très envie de le voir, quitte 36-15 ma vie. Voilà, j'étais très très malade, j'avais du mal à marcher sans m'essouffler, donc en fait j'étais dans un état de paresse immense lié on l'a vu à ma maladie. En pleine sinusite, c'est ça. C'est ça, sous antibiotiques. Bref, voilà, vous savez décidément tout. Ici, à Arrêt Caméra, rien ne vous sera caché. Mais donc, nous y sommes allés. Et puis oui, on a passé un bon mouvement devant. C'était sympa. Là où, quand même, j'en sors relativement, disons, satisfaite, Morgane, c'est que je trouve que le film permet de montrer... une autre facette du jeu d'acteur d'Austin Butler. C'est-à-dire que... C'est ça. On n'est pas dans la grande figure marmoréenne qui était Elvis Presley. On n'est pas dans le fou furieux, là, comme dans Dune. On est dans le loser et dans le type classe moyenne qui s'est complètement effondré alors qu'il pouvait faire vivre sa famille en gagnant des milliers des cents. Là où d'autres acteurs, on n'y croit pas du tout. Quand ils essaient de se mettre dans la peau de ce genre de personnage, j'ai trouvé qu'avec Austin Butler, ça fonctionnait à merveille. On y croit à mort. Et c'est pas qu'une question de physique aussi, c'est aussi une question de jeu. Et quelque part, une question d'empathie, c'est-à-dire que ça se voit, je trouve, à travers... Prise au piège, qu'il a de l'empathie pour le personnage qu'il joue, qu'il le comprend, qu'il ressent ce qu'il vit, qu'il essaie de faire ce qu'il peut pour incarner cette espèce d'anti-héros. Je dis d'anti-héros parce que ça a beau être un ancien sportif, ce personnage-là, ce n'est pas un homme avec des capacités supérieures, que ce soit physiques ou intellectuelles. Et alors, je te vois faire des gestes, Morgane, peut-être
un peu plus que la moyenne. Bah, il a été très bon baseballeur, donc il y a quand même cette idée Oui, il a ce côté presque super doué en ce qu'il fait, mais, Oui, mais c'est un mec qui fait des mauvais choix. Donc. Je vais grossir le trait, c'est pas Superman, c'est pas un super-héros, en fait, c'est ça que je veux dire. Il te sort pas des mouvements de kung-fu, c'est pas John Wick, Voilà. c'est pas... Voilà. Non, mais c'est d'accord. ça. En fait, le film Prise au piège ne cherche pas à forcer là-dessus ou à nous raconter des histoires. Et ça, c'est plutôt bien. C'est un héros ordinaire, on va dire. Voilà. Mais avec un soupçon d'extraordinaire. Mais voilà. Exactement. Et le film montre tardivement, mais ce n'est pas une critique, comment il essaie de tout faire pour s'en sortir. Après, justement, ça te fait complètement rouler dessus par les uns et les autres, les autorités comprises. Il y a un côté un peu burlesque dans le fait qu'il se fait latter la tronche au début avant d'avoir cette espèce de... et c'est violent quand même. C'est pas le rise and fall de Elvis, c'est plutôt le fall and rise cette fois. Oui, voilà. Et bon, ça rend tout ça assez sympathique. On voit des coins de New York qu'on a 36 fois vu, mais c'est pas grave. C'est comme ça à chaque fois. D'autres qu'on n'a pas vu, notamment Flushing Meadows, le parc où il y a l'US Open qui a lieu et qui est dans le Queens et qui donne lieu à une course-poursuite, pourquoi pas hein. Non, bien sûr. Non, mais voilà, c'est un film en fait beaucoup plus sympa que ce que j'avais escompté, sans être non plus chef-d'œuvre pour employer un néologisme, mais ça se regarde. Voilà. Disons que moi je trouve que Julie, au moins Darrenowski, il a fait un choix de la simplicité, bien sûr, qui était le sien dans certains de ses films, pas beaucoup, hélas. Mais voilà, je trouve que ça lui va bien. Après, ça change. Peut-être avec aller chercher de la simplicité, mais de faire des choses un peu plus intéressantes. Je pense notamment à The Wrestler, il avait réussi à le faire. C'était génial, j'avais adoré The Wrestler. Voilà, mais oui, pourquoi pas. Mais c'est assez marrant de voir ce film, c'est complètement anachronique, je trouve. On est vraiment dans Non, mais c'est vrai. Mais c'est pour ça que ça marche pas, je pense. Non, je pense que ça... Oui, aux États-Unis, ça a un peu marché, mais pas trop. Mais je pense que c'est vraiment une résurgence d'un cinéma qui ne passionne plus grand monde et puis même qui est pas du tout à la mode dans la cinéphilie actuelle. Je vois pas du tout les gens dire ouais, j'ai découvert un film de Danny Boyle des années 90, c'était trop bien, ou ouais, Guy Ritchie, il avait fait des bons films. Oui, non, ça intéresse alors plus. Alors que bon, oui, certes, il en a fait. Guy Ritchie a fait des films pas mauvais au début de sa carrière. Danny Boyle, Crime, Arnaque et Botanique, c'était. Moi, c'est son meilleur. Mais j'ai eu un des plus gros fous rires devant avec mes parents. Ça m'a éclaté en fait, ce truc-là. C'est un cinéma vraiment en années 90, parce que c'est le moment où il y a le punk qui revient à la mode après les années 70. Où on met un punk beaucoup plus lisse qu'avant en fait. Tu vois, c'est pas le punk anarchiste qu'on pouvait avoir notamment chez j'ai oublié ce cinéaste immense, Alan Clark, avec Tim Roth, Elephant, le film Elephant, qui a d'ailleurs donné son nom au film de Gus Van Sant d'après, dans les années 80, où c'était vraiment l'espèce de fin des punks, mais dans un côté très sombre et énervé, alors que là on est dans un côté fun en fait, un peu rock'n'roll. Ouais, c'est le punk rock, mais qui est passé à la moulinette des années 90 avec le côté c'est cool en fait d'être punk, et voilà. Mais c'est vrai, Morgane, encore une fois que c'est anachronique, parce que bon, là on se dit 2025, on est à l'ère de l'IA, à l'ère de Musk, de Trump, de Macron si on veut, enfin bref, peu m'importe, mais ça n'a rien à voir avec le schmilblick. Mais ce que je veux dire, c'est que non, mais c'est un esprit qui semble sortir d'autre âge, d'une époque alternative, presque, d'une réalité parallèle. On est plutôt dans une époque de l'inquiétude, de l'isolation, de la peur de l'avenir, etc. Et ce film arrive, et pourquoi pas, en vrai, c'est plutôt cool en fait. Mais voilà, je ne veux pas non plus parler des imminents de ce film. À propos d'anti-héros, justement, Morgane, pour continuer la trame, je pense que le film dont on va parler, Exit 8, se situe pile dans cette catégorie. Effectivement, c'est un film de Genki Kawamura. Succès monstrueux du jeu vidéo au Japon en 2023, il ne fallait pas longtemps avant que le cinéma ne s'empare de la formule efficace d'Exit 8. C'est Genki Kawamura, dont parlait Morgane tout à l'heure, producteur notamment des derniers films de Makoto Shinkai, qui s'est retrouvé derrière la caméra de ce projet qui reprend les codes du jeu vidéo d'origine. Plan séquence tourné à la première personne, intrigue resserrée autour d'un lieu unique et bien évidemment, jeu d'énigmes.
Est-ce que le frisson répond pour autant présent? On vous le dit juste après ton résumé, Morgane. En tout cas, tu donnes vraiment envie d'en savoir plus avec ce ton donné à ta voix. Ah, j'ai tout donné pour ma présentation. Alors, de quoi ça parle, Exit 8? Donc, c'est un homme piégé dans un couloir de métro. Voilà, je connais. Il cherche la sortie numéro 8, Exit 8. C'est une histoire sur Châtelet-Léal. Oui, c'est ça. Ça aurait pu se passer à Châtelet-Léal. Il y aura peut-être un remake en France. Pour la trouver, il faut traquer les anomalies. S'il en voit une, il fait demi-tour. S'il n'en voit aucune, il continue. S'il se trompe, il est renvoyé à son point de départ. Parviendra-t-il à sortir de ce couloir sans fin? Donc, moi, il y a quelque chose... J'ai l'impression de me répéter, Morgane, mais je vais le dire... Il y a quelque chose qui m'énerve souvent avec les films japonais récents. C'est que j'ai l'impression que les problèmes qu'on a dans les films, ne sont pas en lien avec des comportements d'êtres humains, peu importe d'où ils viennent, mais sont en lien avec des comportements typiquement liés à la culture japonaise. Et donc là, Est-ce que c'est un problème, du coup? Bah oui, parce que en fait, ça parle du Japon. Mais non, mais il y a des... Non, mais je vais être concrète. C'est-à-dire qu'il y a des moments où j'ai l'impression que il y a des choses qui se déroulent au niveau du scénario qui ne se seraient pas déroulées si le personnage n'avait pas été japonais. Mais concrètement, c'est la même chose qui se passe par exemple devant les films d'Hong Sang-soo avec l'incommunicabilité entre les personnages. Oui, mais il y a quelque chose d'un peu énervant là-dedans. Non, mais attends, je vais rentrer dans le vif du sujet. Concrétise. Non, voilà. Donc là, dans Exit 8, notre homme qui se perd dans un métro rutilant, parce que chez nous, il y aurait eu du pipi partout, j'en sais rien, enfin bref, il y aurait eu... T'imagines Exit 8 dans le métro new-yorkais avec les excréments de... Oh non, ça c'est une mauvaise expérience, je ne veux même pas y repenser. De craquettes, ça aurait été oui, différent. pas les nôtres d'excréments en tout cas, mais bref. Mais c'est vrai que du coup, au Japon, le métro, il a la tête du... Ah non, mais le métro au Japon, il est encore plus propre que ma salle de bain, et pourtant ma salle de bain, ça va. Ce qui fait que visuellement, ça a un impact sur le film, c'est clair. Non, mais clairement, et non, mais bref, ce que je veux dire, c'est que quand ce personnage principal se perd dans le métro, alors déjà, il lui faut faire quasi 4 fois le tour avant de comprendre qu'il est bloqué. Moi, j'aurais fait une fois le tour, je me serais dit, c'est pas normal. Non, il faut faire 4 fois le tour avant qu'il comprenne qu'il est bloqué. Alors au début, il est sur son téléphone, pourquoi pas, mais bon. Voilà, mais après, il croise le même type à chaque fois. Et à plusieurs reprises, il essaie de faire « Excusez-moi, monsieur ». Mais non, mais tu vois pas que c'est pas normal. Enfin, je veux dire, sauf que comme il est japonais, il est obligé d'être poli. Il est obligé de réagir en bon petit soldat poli. De la même manière, et alors ça, c'est la partie que j'ai bien aimée du film, même si je trouve que ça se vautre, et je vais expliquer pourquoi. De la même manière qu'au début du film, le personnage principal ne réagit pas quand il est dans le métro. Et quand... Oui, parce qu'il y a quelque chose qui se passe au début du film qui va avoir un impact ensuite sur le reste. Je vais le raconter, Morgane. Je croyais que tu l'avais juste effleuré, excuse-moi. Non, je vais le raconter, je vais terminer ce que je voulais dire. De la même manière que quand au début du film, il y a un passager qui, dans le métro, hurle sur une jeune mère avec son bébé parce que son bébé pleure. Fait du bruit. Voilà, il n'intervient pas à l'instar des autres. Ça aussi, c'est typiquement japonais. Et voilà, ça, c'est un petit peu énervant, mais enfin, là, ça a vocation à montrer qu'au Japon, il y a un problème qui est réel avec les enfants, avec les enfants aussi tout jeunes. On comprend largement le sous-entendu. À l'heure actuelle, au Japon, c'est un des pays où la procréation y est la moins élevée parmi tous les pays de l'OCDE. C'est un pays qui perd des dizaines de milliers, voire qui va franchir le cap des millions de personnes en moins d'un sein population parce que, 1, les femmes ne font plus assez d'enfants, parce que 2, en termes d'immigration, ça reste un pays qui a quand même de gros problèmes avec l'acceptation des étrangers, voilà, faut le dire, faut le reconnaître. Sauf que, et je vais conclure là-dessus par rapport aux histoires d'enfants, Morgane, après promis, je te laisse la parole. Non, t'inquiète. Sauf que le film, quand je dis qu'il se vautre par rapport à ça, c'est que ça aurait pu être une critique totalement légitime de cette non-acceptation des enfants comme étant des éléments de la société, mais il faut en plus qu'il ait une espèce de propos un peu dégueulasse en fil long pendant tout son déroulé,
sur l'avortement qui serait un mauvais choix. Et ça c'est assez compliqué à avaler et à supporter. Bah, c'est ça, en fait, j'allais venir, c'est l'éléphant dans la pièce, c'est tout le film. Bien sûr. Toute cette histoire de... Oui, c'est un film d'horreur, en fait, mais horrifique pour, en fait... mais complètement réactionnaire. Pour nous maintenir, en fait, cette espèce de suspense, genre est-ce qu'il va parvenir à téléphoner à son ex qui est à l'hôpital parce qu'elle va peut-être avorter, pour lui dire qu'en fait non, il veut garder. Et en fait tout cette espèce de purgatoire que représente le métro, c'est l'acceptation de l'enfant, parce qu'il va côtoyer un enfant pendant son espèce d'escape game, ce qu'on peut appeler ça un escape game, dans le métro, et avec ses propres règles qui peuvent finalement te causer du tort et te faire devenir une espèce de PNJ de ce piège. C'est ça que nous dit le film. Et voilà, donc du coup ça va créer une espèce de... c'est les 8 cercles les 9 cercles de l'enfer qui deviennent les 8 couloirs de métro, où le personnage finit par se rapprocher de l'enfant, et il y a cette espèce de séquence nullissime où, où il se noie dans l'eau, il se réveille sur une plage, et en fait il est avec sa compagne, qui est son ex, mais du coup qui s'accompagne dans la vision, et il voit l'enfant au loin. Donc c'est ridicule comme le cinéma japonais peut le faire, pardon, mais j'insiste là-dessus. Ouais, non mais c'est nul, et moi je trouve ça vraiment dommage d'avoir... Alors, j'ai demandé sur les réseaux sociaux, parce que je parlais du jeu vidéo, parce que j'adore le jeu vidéo en général, mais Exitate, c'est un jeu vidéo que je ne connais que de loin, parce que j'avais vu passer la folie, notamment ça a beaucoup marché sur les réseaux sociaux chez nous, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont intéressés après le succès du jeu au Japon, parce qu'en fait c'est un jeu indépendant qui a été fait avec 3 francs 6 sous, où les graphismes sont pas terribles, hein. C'est vraiment pas un jeu qui se veut moderne visuellement, puisque c'est plutôt rétro, et il pouvait se jouer notamment en VR, et le jeu a beaucoup marché sur Steam, et Steam qui est une plateforme d'achat de jeux, et sur PC, et il y a des streamers qui se montraient en train d'y jouer, et ça a créé une émulsion à ce niveau-là. Une émulation plutôt pardon, que... ça n'a pas créé une chantilly, Morgane. Je pensais à émulation en plus, parce que émulation de jeux vidéo, mais effectivement émulation. Donc ça crée une émulation autour du jeu, et en fait le film au début recrée cette émulation, parce qu'on a l'impression de découvrir en fait le gameplay, l'intrigue, ce qui se passe en même temps que le personnage principal, parce que les choix de mise en scène. Alors au tout début c'est différent, parce qu'au tout début c'est première personne, ensuite il y a un plan séquence à la troisième personne. Le jeu se joue qu'en première personne d'ailleurs, mais là du coup il varie justement du jeu, c'est pour se montrer sa différence, ce qui est plutôt bien fait d'ailleurs, le passage de la première personne à la troisième personne, mais ça dure... C'est assez long, mais ça dure au final, le film doit durer 1h30, ça doit durer une demi-heure, tout ça. Donc ce qui est quand même bien, c'est le premier tiers. Et là, tu te dis, ouais, trop bien, tu commences à découvrir les choses, tu commences à deviner les anomalies avec le personnage principal, et c'est bien, mais finalement, à partir d'un moment, le film ne sait plus quoi faire de ça, et se dit, ah bah tiens, je vais mettre... du sens, et je vais ramener en fait le réel du personnage avec le fameux coup de téléphone, et tu sens qu'il va y avoir qui est en fait une anomalie, mais qui va ramener le personnage dans sa priorité de vie, qu'il faut qu'il réfléchisse là-dessus, et là tout le film va tourner autour de ça. L'apparition de l'enfant, finalement l'enfant, tu te dis le pauvre il est perdu, mais en fait le personnage de l'enfant il est juste là. Alors bon, il est mignon, hein, il est aussi intelligent, c'est cool, mais il est surtout là juste pour montrer donner du symbolique à toute cette histoire, et finalement on n'en a plus rien à faire de toute l'intrigue et tout, et les 5-6 derniers couloirs qu'il fait, parce qu'au bout d'un moment il doit revenir à zéro, en fait t'as juste envie de dire bon... allez, vite, parce qu'en plus ce qu'il propose finalement n'est plus aussi intéressant en termes d'anomalie que ce qui était montré visuellement auparavant. Voilà. Moi j'ai trouvé le film assez décevant finalement dans son développement. Au début t'es intrigué, puis après t'en as marre. Bizarrement, Morgane, et on en avait discuté toi et moi, j'ai bien aimé le film. Alors bien aimé, j'ai un peu aimé le film. T'as plus aimé que moi, Julie. Ouais. Oui, non, mais je pense, mais parce que moi il y a une ambiance à l'intérieur qui vraiment... alors, on a chacun nos sensibilités par rapport au cinéma d'horreur, d'angoisse, et j'en passe. Mais de mon côté, j'ai pas mal marché
parce que l'idée et en même temps la manière dont c'est exécuté dans Exit 8, d'être coincé comme ça dans une boucle temporelle infernale, de voir toujours les mêmes personnages. Tu disais, Morgane, qu'à un moment on voit un PNJ, mais bon, quelque part, le film, et certes c'est le jeu aussi qui le dit, mais c'est le film en parlant du jeu qui le dit, nous dit qu'on est tous des PNJ au sein d'une humanité où voilà, on se fond dans le décor, on se fond dans l'urbanité. Ça, ce sont des thématiques qui me parlent beaucoup. Finalement, moins le côté ludique de tout ce qui est anomalie, mais le fait que parfois on arrive à avancer, parfois on recule, parfois on stagne. Et moi, ouais, j'ai assez marché, en tout cas, pour tout ce qui est de l'ordre de la claustrophobie à l'intérieur du film. Enfin, ces plafonds bas, ces murs blancs à n'en plus finir. Ouais, mais c'est pas forcément très développé, je trouve. Non, c'est pas très développé et c'est pas là où ça a été fait le mieux, mais quand même, en termes d'ambiance, en termes de rythme, certes, j'ai vu moins de films d'horreur que toi, mais je commence quand même à en avoir vu un sacré paquet. Bon, ça fait son petit effet, quoi. C'est pas le mieux du genre, mais c'est pas le pire non plus. Non, mais moi, par exemple, j'ai mis 2,5 sur 5 sur Letterboxd. ça correspond à mon idée du film, c'est-à-dire que c'est un film qui commence bien, puis après se vautre complètement, et finalement, on s'en souviendra parce que oui, c'était le film adapté du jeu, mais voilà, c'était mais pas bon, grand-chose. Là encore, je veux dire ce que j'ai déjà dit, et j'ai peur que pour les mois, les années à venir, ça devienne une critique récurrente que je ferai à l'égard de films. C'est un film de samedi soir sur sa télé, quoi. Voilà. C'est pas une on mauvaise, va mauvaise rester chose. en Asie, mais on va changer de pays pour parler du film Fantôme Utile, et je vais faire un effort pour prononcer correctement son nom, et je refuse d'ailleurs de m'en moquer. Ratchapoum Bumbunda Choke. Franchement, bravo Julie. Merci. Grand prix de la semaine de la critique au dernier festival de Cannes, Fantôme Utile de Ratchapoum Bobonchat Choqué. Moi, je vais le dire comme ça parce que je suis pas très très bon, mais toi, je trouve que tu l'as mieux dit que moi. Était accompagné d'une réputation flatteuse. En effet, avant ce premier long métrage, le jeune cinéaste thaïlandais avait obtenu de nombreuses récompenses, et notamment à Locarno pour son précédent court métrage. Alors là, c'est aussi un nom à rallonge, ou Red Anintree or Tiptoeing on the Still Trembling Berlin Wall. Je ne sais pas ce que ça veut dire, Morgan. Red Anintree, non, mais je pense que ça veut dire... bref, petit tiptoeing, je ne sais pas ce que ça veut dire. Peu importe. J'étais parti sur une analyse, mais en fait, non. Moi, je me dis, tiptoe, ça te parle peut-être d'orteil, mais j'en ai aucune idée. Je ne sais même pas pourquoi je pense ça, Il y a tiptoeing, je pense que c'est se mettre sur les doigts de pied sur le mur de Berlin qui est tremblant. C'est toujours tremblant. Pourquoi faire ? Bref, on ne saura jamais. Je n'ai pas vu le court-métrage, donc voilà, mais paraît que c'est très bien. A-t-il transformé l'essai ? Donc on vous le dit après le résumé de Julie. Après la mort tragique de Nat, victime de pollution à la poussière, March, son compagnon, sombre dans le deuil. Mais son quotidien bascule lorsqu'il découvre que l'esprit de Nat s'est réincarné dans un aspirateur. Malgré son absurdité, et l'absurdité d'ailleurs de ce scénario, leur lien renaît plus fort que jamais, mais ne fait pas l'unanimité au sein de la famille de March. Eh ben moi, je vais vous dire tout de suite, ça a été une révélation, ce film. Carrément. Ouais, non, je trouve ça génial. Je trouve ça génial la manière dont il met en scène une histoire aussi absurde, mais avec quand même un mélange des genres, hein. Certes, le film passe déjà c'est un film fantastique, donc il y a un genre, mais ensuite il passe au burlesque, il y a aussi c'est un film politique aussi. Il y a aussi de l'érotisme, et voilà, c'est ce que j'allais dire, jusqu'à raccorder les wagons du politique dans un dernier acte. Alors, même si le politique, en vrai, il est présent dès le début, finalement. Oui, mais ça a un côté, Morgane, quand tu l'expliques là, carrément casse-gueule, alors que non. Ouais, à partir d'une histoire où c'est un fantôme qui s'incarne dans un aspirateur, je veux dire, et c'est fou. Et ça dure 2 heures. Mort de la poussière, elle a décidé de devenir Swiffer, découvrir son histoire. Ouais, mais très bon pitch. mais ça fonctionne aussi parce qu'en fait, c'est un film complètement thaïlandais, et voilà. Alors, je pense qu'il y a des gens qui, au contraire, vont être rebutés par ce côté thaïlandais.
mais parce que c'est quoi le cinéma thaïlandais populaire? C'est quand même un cinéma très kitsch, avec des histoires complètement loufoques et qui vont mêler justement plein de genres. Et là, c'est exactement ça. Pour ajouter un petit quelque chose, Morgane, par rapport à ça rapidement, il faut aussi dire que ce qui peut peut-être, non pas rebuter, mais dérouter, c'est que la manière de considérer les fantômes en Thaïlande n'est pas du tout la même que chez nous occidentaux. Chez nous, les fantômes souvent sont vus comme quelque chose de négatif. Là-bas, ça dépend, comme on le voit d'ailleurs déjà. Il y a des bons, des mauvais fantômes, quoi. Voilà, mais c'est ce qu'on voit déjà un peu dans Oncle Boonmi de Vera Setakul. Pour donner l'exemple le plus évident qui soit. Non, mais oui, c'est ça. C'est le cinéma thaïlandais aujourd'hui en Europe est surtout connu grâce à Apichatpong Veerasettakul. Mais comme Apichatpong Veerasettakul, Ratchapong Momonchachokye, je pense qu'il est très amoureux de tout le patrimoine du cinéma thaïlandais, populaire en tout cas, que Apichatpong avait notamment revisité dans un film qui est pas très connu, qui est un film qu'il a fait, Iron Pussy, juste après son deuxième long métrage, Blissfully Yours, qui avait été présenté à un certain regard, et qui est un film complètement pastiche du cinéma donc pop thaïlandais des années 70-80, où c'est une histoire de personnages qui se travestit et qui est super puissant quand il s'habille en femme, et il a une histoire d'amour avec un garçon, et c'est complètement loufoque, et il y a une histoire de complot, il y a notamment un truc politique avec d'ailleurs le film est aussi politique là, parce qu'on va en parler, avec un personnage qui est une espèce d'homme politique, mais en même temps il est véreux, il est lié à un trafic de drogue, et en fait c'est la même mouvance qu'on ressent dans ce film là, dans le Fantôme Utile, même si l'approche est moins dans le pastiche cette fois, je trouve, plus dans la comment dire, c'est pas de la déconstruction, parce que je veux pas dire que le film déconstruit le film populaire, mais plutôt une espèce de postmodernisme en fait du cinéma populaire. Oui, en fait, non, je dirais effectivement, on n'est pas dans le pastiche, mais pour moi, on est dans l'histoire, et c'est plutôt un compliment, parce que j'aime bien. Il y a un côté un peu fleur bleue au film, un peu Roméo et Juliette, en fait, qui peuvent pas... Pardon, pour prendre une référence pour le coup typiquement occidentale, Morgane, d'un homme et d'une femme qui finalement par-delà la mort ont encore l'immense chance de pouvoir se réunir, mais qu'on empêche justement d'être réunis. Ça a un prix, quoi. C'est-à-dire que le film parle de beaucoup de choses qui s'en mêlent, mais sans que ce ne soit jamais confus. Et en fait, d'emblée, le fait que Nat se réincarne dans un aspirateur est un prétexte pour le réalisateur d'aborder aussi une certaine intolérance peut-être de la société thaïlandaise qu'on connaît moins depuis chez nous. C'est-à-dire que quand il parle comme ça de cet amour entre un homme et un aspirateur, dans le film, la famille dit c'est absolument absurde, mais au final... cette, disons, déconsidération de cet amour-là est surtout énormément mise en parallèle avec la relation homosexuelle que le frère de March a avec son compagnon. Et ça revient souvent sur le tapis, et je pense que c'est vraiment pour dire que sous couvert d'apparence où tout se passe bien, en fait, les choses ne sont pas si roses que ça. Donc il y a déjà cette entrée-là en matière qui, pour moi, s'exécute dans Fantôme Utile. Et après, il y a tout un propos qui, là encore, est assez pertinent et assez intéressant dans la façon dont il est explicité sur ce que c'est que la compromission. C'est-à-dire jusqu'où... on est prêt à aller pour pouvoir vivre tranquillement et sereinement avec ses proches. Est-ce qu'à des moments, il faut quand même y aller, quitte à perdre son âme et à être égoïste ? Qu'est-ce que tout ça implique ? Qu'est-ce que ça implique aussi d'obéir aux autorités, parce que le film dit quelque chose de la Thaïlande qui est pas très glorieux, enfin je veux dire. C'est un peu ce qu'est la Thaïlande en soi, hein. Oui, non mais bien sûr, mais alors après j'ai pas vu 36 films thaïlandais, je le reconnais, Morgane, mais enfin... Moi non plus, j'ai beaucoup vu des films d'horreur thaïlandais, voilà. Mais disons que et Oncle Boonmi et Apichatpong. Dans ce que j'ai vu de films thaïlandais, c'est peut-être la première fois, ou alors j'ai été naïve, et c'est possible que j'ai été
que j'ai été naïve par le passé. Mais là, c'est peut-être le premier à mes yeux qui... Enfin, en tout cas, où je le comprends aussi aisément, qui critique aussi frontalement le pouvoir thaïlandais et la manière d'avoir géré, pour le dire de façon allusive, certaines affaires courantes. Bah, en fait, le film fait des références directes à des faits qui ont eu lieu, notamment en 2010. Il y avait eu un massacre de la population par l'armée thaïlandaise. Mais je trouve ça courageux d'en parler déjà. Oui, le film, il prend pas des pincettes. Et d'ailleurs, finalement, tu parlais de la compromission, mais finalement, ce que raconte le film à travers les fantômes et la poussière, c'est ce qu'on veut mettre sous le tapis. Et la poussière, elle revient, elle envahit partout. Complètement. Et finalement, ce que raconte le film, c'est ne pas oublier ceux qui se sont battus pour les libertés. Et voilà, c'est frontal. Et certains diront que ça manque de subtilité. Après, le film, il passe tellement de choses différentes que ça reste une subtilité, parce que il navigue dans plein d'eaux différentes. C'est ça qui est intéressant et qui est beau. D'ailleurs, l'idée de base de l'aspirateur qui donne lieu à des séquences loufoques est à la fois très belle aussi, de cette espèce d'aspirateur qui marche tout seul, qui roule tout seul et qui va jusqu'à un hôpital pour retrouver le mari, ou alors des séquences loufoques comme un combat entre un frigo et un aspirateur. Finalement, l'aspirateur... ça, c'est du cinéma. Oui, c'est du cinéma, c'est clair. Finalement, l'aspirateur disparaît au fur et à mesure pour montrer Nat, parce qu'on épouse le regard des gens, parce que en fait, ce que dit aussi le film, c'est que les fantômes se matérialisent de plus en plus si on se souvient d'eux, et finalement, comme Nat commence et à être... l'inverse, ils deviennent transparents, voire inexistants si on les oublie. Et justement, ce qui arrive à Nat, c'est qu'au fur et à mesure de côtoyer plein de gens, elle se matérialise aux yeux des gens, et elle n'est plus un aspirateur, mais elle devient Nat telle qu'elle était, même si elle a cette espèce de côté blafard, elle a une tenue qu'elle garde toujours. Voilà, elle garde son statut de fantôme, mais elle redevient comme une espèce d'alias d'être humain. Mais c'est un très beau personnage et qui m'a profondément touché pour le coup. Qui est très émouvant, parce que c'est un personnage qui fait un choix égoïste et cause la perdition de plein d'autres personnages, mais qui finalement regrette. Et il y a une très belle scène de disparition en espèce de surimpression, où le personnage disparaît jusqu'à qu'on voit plus que son œil, et puis après disparaît. Mais il y a des très belles idées visuelles. Je trouve que c'est un des films les plus beaux de l'année visuellement. Alors c'est magnifique. La mise en scène est magnifique aussi. Les costumes sont beaux. Alors que c'est un premier long métrage quand même. Non, mais les costumes sont beaux, les décors sont canons. Enfin, c'est vraiment superbe. Non, c'est beau, quoi. Non mais c'est bien cadré, c'est bien filmé. Que demande le peuple ? Je veux dire, c'est ce genre de cinéma qu'on aimerait bien voir en France, du cinéma fantastique français, je veux dire. Alors on a eu Les Revenants à une époque, il y a eu la série, mais il y a eu un film de Robin Campillo de base qui était plutôt bien. Le film est plutôt bien par rapport à la série, qui je trouve sur l'espèce de faux Twin Peaks raté, mais le film Les Revenants était plutôt bien. Mais voilà, c'est du cinéma à part Les Revenants, justement, j'ai du mal à voir. C'est du cinéma de fantômes. Il y avait eu certes Kiyoshi Kurosawa qui avait essayé de faire aussi un film de fantômes, La Chambre Noire, en France, mais je veux dire, de cinéma français pur et dur, de fantômes, il y en a très peu qui arrivent à raconter des histoires aussi riches, émouvantes et visuellement quasiment spectaculaire, on peut dire. Alors que je dirais pas que c'est un film spectaculaire, mais il y a des choix de mise en scène qui sont très, très puissants même. En tout cas, c'est clair que ça fait longtemps qu'on en a pas eu. Et puis en dehors du côté de l'histoire de fantômes en elle-même, qui là, et je parle bien évidemment de mon point de vue de personnes de culture occidentale, moi ça m'a surpris. Enfin, je veux dire, c'est à mes yeux, c'est assez novateur dans la manière dont les fantômes sont traités dans Fantôme Utile, justement. Enfin, je n'avais jamais vu ça. Et pourtant, des films, j'en ai vu quelques-uns, et aussi avec des fantômes. Mais c'est vrai que c'est vraiment une manière de traiter le fantôme quasiment dans le capitalisme, en fait, la traite des gens, l'exploitation des gens. Il y a un côté, le milieu du travail est important dans le film, parce qu'il y a l'usine, il y a les ouvriers. Et effectivement, on les voit, c'est pas juste du décorum, on les voit vraiment. Ouais, c'est le fantôme qui est pensé comme une espèce de, même après sa mort, qui continue à être exploité. Exactement. Voilà. Et ça constitue en soi une vraie réflexion sur ce qu'est notre monde à
à l'heure actuelle. Et tout ça dans un film qui, quand même, cherche, en tout cas, je trouve, à surprendre le spectateur à chaque instant. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais vraiment ce qui va se passer 5-10 minutes plus tard. Et Oui. c'est ça qui réussit finalement à captiver et à maintenir un intérêt constant sur 2 heures. Oui, puis avec cette espèce de flottement typique du cinéma thaïlandais à la Apichatpong Weerasethakul, il y a une espèce de fausse froideur, mais en fait qui est liée à un côté un peu tranquille en Non, fait. mais il y a un côté en fait éthéré, quelque chose voilà. qui appartient presque à un monde onirique. Voilà, c'est c'est ça. pas galvaudé de le dire. Et je pense que ça aussi, ça peut rebuter certaines personnes. Je dis ça parce que j'ai vu beaucoup d'avis négatifs du film sur les Letterboxd, notamment sur les réseaux sociaux. Le film n'a pas créé autant d'emballement que quand il a été présenté à Cannes, parce qu'il a gagné un grand prix. Mais n'écoutez pas Letterboxd. Mais non, c'est un film plutôt brillant et voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Que le recommander. Sauf peut-être aussi pour dire, tu disais que le film politique thaïlandais, c'est un chez Apichatpong Weerasethakul, pardon, c'est très politique, mais c'est vrai que c'est moins frontal que là. Oui, voilà, c'est ça. Mais voilà, c'est dans la continuité. Sans dire non plus, pardon, que Weerasethakul est superficiel. Je ne me permettrai pas. Je sais. Mais voilà, c'est dans la continuité et en même temps, il trouve sa voie et c'est très bien. Et j'ai hâte déjà de voir son prochain film, même Bien si sûr. c'est pas pour tout de suite, je pense. Mais voilà, en tout cas, c'était un film qui est sorti la semaine dernière, le 3 septembre. Ça concluait de manière très, très bien l'été. On en a donc terminé avec toi, Morgane, comme d'habitude, en fait, avec toi. On en a terminé avec moi. Non, mais pour cet épisode, enfin, ce 58e épisode d'Arrêt Caméra. D'ailleurs, on s'excuse, voilà, on aurait voulu sortir l'épisode un peu plus tôt, mais il y a eu, on est tombé malade, etc. Mais j'ai l'impression qu'on tombe tout le temps malade, ouais, c'est ça la vieillesse? Ouais, c'est possible. Mais en tout cas, le prochain épisode arrivera plus tôt. Hein. Je pense d'ici 3 semaines. Hein. Oui, à la fin du mois de septembre. Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on voulait voir. Ouais. Alors déjà, alors, le titre anglais, il était à Cannes, c'est Splitsville, mais en français, ce sera Libre-Échange, avec encore Dakota Johnson dans une histoire d'amour qui semble un peu complexe. Ah oui, il y a Dakota Johnson, c'est vrai. Mais oui, après, Matérialiste. Oui, t'as raison. Le film qui était à Cannes Première, mais c'est ça. Oui. On parlera également... on va parler beaucoup de films de Cannes, finalement. Des films ceux qu'on n'a pas pu voir. Left Handed Girl de Shi Ching-soo, la productrice de Sean Baker, qui, du coup, produit ce film. C'est son premier long-métrage qui se passe entre Taïwan et New York. Donc réalisatrice et productrice à la fois du film. Alors, pardon, je me suis mal exprimé, je pense. C'est la productrice des films de Sean Baker et qui, cette fois, Sean Baker devient le producteur de ce premier long-métrage. Ok, j'ai compris. J'espère que vous avez aussi compris. Là, du coup, je pense qu'ils ont compris. Très bien. On parlera également de Nino, je pense, ou si on a le temps, qui est un film qui a une grosse... c'était aussi la semaine de la critique, d'ailleurs, comme Left Handed Girl, et qui a eu une sacrée réputation. L'acteur a gagné le prix du meilleur acteur, d'ailleurs, de la sélection la semaine de la critique. La Tour de glace, bon là c'était Berlin. Ah bah oui, de Lucille Adi Halilovic. Okay. Adi Halilovic, pardon. On a encore plus qu'avec Ratchapum Boubanchat Choqué, qui est donc son premier gros film avec une grande actrice, Marion Cotillard. Je suis assez curieux de voir ça parce que c'était une cinéaste qui a longtemps fait des films plutôt confidentiels mais de qualité, de films de genre en tout cas. Et on terminera avec la grosse sortie de septembre, One Battle After Another, une bataille après l'autre. Paul Thomas Anderson avec Léo DiCaprio. Avec Léo DiCaprio, Benicio del Toro. Leonardo, je sais. Sean Penn, Teyana Taylor et j'en oublie encore. Enfin voilà, gros film, très attendu. Les premiers avis sont sortis et apparemment c'est vachement bien. Certains disent même que c'est le meilleur film américain jamais réalisé depuis le début des années 2010. Enfin bon bref, moi j'écoute pas ce genre faut se méfier. Oui non, faut toujours se méfier. Mais oui effectivement on a hâte parce que ces derniers films étaient assez géants. Donc et là il re-adapte Thomas Pynchon comme pour Inherent Vice, donc on est très curieux. Du coup, ça veut dire qu'on va encore passer notre vie au cinéma pour les 2-3 prochaines semaines. Oui, en plus, il y a Greg Araki, les 3 films de Greg Araki. Mais oui, c'est vrai. Bon, c'est pas grave. On n'aura pas de vie, mais ce sera quand même avec grand plaisir. Qu'on vous retrouvera pour le 59e épisode d'Arrêt Caméra. Certainement dans 3 semaines. Salut. Salut.